Bonjour, aujourd'hui je vais procéder à la première analyse linéaire, donc de la scène 5 de l'acte 2 de On ne badine pas avec l'amour. Alors au 19e siècle, le drame romantique apparaît comme un nouveau genre, établi notamment par Victor Hugo dans la préface de Cromwell en 1827. Ce mouvement vient rompre avec les règles rigides du classicisme. Alfred de Musset, l'enfant du siècle, né en 1810. C'est un auteur romantique, dramaturge et poète. Il écrit On ne badine pas avec l'amour en 1834, un drame romantique composé en trois actes. Il y met en scène Perdiccas et Camille, deux cousins destinés l'un à l'autre mais séparés par l'orgueil et la peur de la souffrance amoureuse. Grandement inspiré par sa relation avec la romancière George Sand, il explore les illusions du sentiment amoureux et aussi le conflit entre raison et passion. Je vais maintenant procéder à la lecture. Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge? Savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusa un baiser de frère. Mais ton cœur abattu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificielles, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Il sort. Donc ce texte se situe à l'acte 2 c'est la scène 5. Donc c'est une tirade de Perdiccas à Camille où il y expose sa vision de l'amour. Donc mon projet de lecture pour ce texte sera en quoi cette scène représente-t-elle un véritable plaidoyer de l'amour humain. Donc mon texte se composera en deux mouvements. Mon premier mouvement de la ligne 1 à la ligne 14 se nommant réquisitoire de Perdiccas contre l'éducation des jeunes filles. Ensuite, mon deuxième mouvement de la ligne 15 jusqu'à la fin du texte, c'est le plaidoyer pour l'amour humain. Donc je vais commencer mon analyse. Alors dans la première réplique de Camille, nous voyons qu'elle utilise les mots peur et colère. Donc ces deux émotions soulignent le fait que ce débat est très passionnel. Ensuite, nous voyons que la colère de Perdiccas, elle, et sa révolte est montrée par une cascade de questions rhétoriques de la ligne 2 à la ligne 5. Ensuite, à la ligne 2, nous voyons qu'il infantilise Camille avec l'apostrophe méprisante malheureuse fille. Ensuite, nous voyons qu'il utilise aussi du champ lexical de la délinquance avec des mots tels que crime et mensonge. Suite à ça, nous voyons une antithèse entre les mots vierge et femme à la ligne 5. Donc cette antithèse montre l'ignorance et l'innocence de Camille et la responsabilité des nonnes dans sa condamnation à ne pas vivre. Puis, il y a une interjection de Perdiccas, A, où donc cette interjection montre sa véhémence car il est ému, il est très sincère. Ensuite, nous avons une parataxe de proposition, donc où il fait plusieurs reproches et il utilise le pronom tu. Donc nous avons tu voulais partir, tu ne voulais pas, tu reniais. Donc ensuite, nous avons l'utilisation d'un topos romantique avec une personnification de la nature. Donc nous avons la personnification du bois et de la fontaine dans la phrase « Ni ce bois ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes ». Ensuite, nous avons une opposition entre le cœur et l'esprit avec la conjonction de coordination « mais ». La cruauté des nonnes, elle, est montrée par l'allitération dans la phrase « et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué ». Donc nous voyons une répétition du son « plat ». Suite à ça, l'amertume et la colère de Perdiccas est montrée premièrement par l'interjection « eh bien », donc il impose ainsi un bilan, et ensuite une antiphrase ironique dans la phrase « elles t'ont mise dans le vrai chemin ».
Suite à ça, nous voyons que le mépris de Perdiccas pour les nonnes est montré par le déterminant démonstratif ces femmes. Donc on voit qu'il essaye de les distancier. Ensuite, nous voyons que son amour pour Camille, lui, est montré par une périphrase hyperbolique dans la phrase « le bonheur de ma vie ». Donc son amour est très puissant pour Camille. Finalement, nous voyons que Perdiccas, il se présente pour Dieu et sentence ainsi les nonnes pour le mal qu'elles ont fait dans la phrase « le ciel n'est pas pour elles », en usant ainsi d'un présent de vérité générale. Donc pour le deuxième mouvement, premièrement, nous voyons que Perdiccas se montre violent et autoritaire en usant d'un impératif avec les verbes « retourne à ton couvent » et « réponds ce que je vais te dire ». Nous pouvons voir aussi qu'il compare, en usant d'une métaphore, le crime que les nonnes ont fait à un poison avec ces récits hideux qui t'ont empoisonné. Donc on montre que Camille n'est plus elle-même et que c'est une victime d'un poison. Ensuite, nous avons une énumération. Donc, dans un premier temps, c'est une énumération d'adjectifs péjoratifs pour les hommes. Ensuite, c'est une énumération d'adjectifs péjoratifs pour les femmes aussi. Et nous voyons qu'il use aussi d'une gradation ascendante en parlant premièrement de tous les hommes, puis de toutes les femmes et ensuite du monde. Nous pouvons voir qu'il a une vision très très péjorative du monde en utilisant une négation restrictive dans la phrase « le monde n'est qu'un égout sans fond ». Suite à ça, nous voyons que ce qui est divin, c'est l'amour humain, avec deux hyperboles, et il utilise un vocabulaire religieux qui est un peu aussi un paradoxe avec les mots « sainte » et « sublime ». Il garantit ainsi que tout le monde souffre avec la reprise anaphorique du mot souvent 3 fois. Donc on retrouve on est souvent trompé en amour, souvent et souvent malheureux. Donc ensuite, suite à ces souvent, nous avons le champ lexical de la souffrance avec les mots trompé, blessé et malheureux. Il se projette ainsi dans le futur à l'aide d'une prolepse pour la persuader que si elle accepte, elle ne le regrettera pas. Avec la phrase « mais on aime » et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Finalement, Perdiccas montre que ce qui compte, c'est le bonheur et que l'essence de l'être humain, c'est sa capacité à aimer à l'aide de la phrase « c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui ». Alors, dans cet extrait, nous voyons, donc nous faisons face à deux personnages traumatisés et complexés. Dans un premier temps, nous avons Perdiccas qui, lui, est très à l'aise en amour et qui a une vie assez légère, tandis que Camille est manipulée, mais pas seulement, elle est aussi manipulatrice. Donc nous assistons alors à un réquisitoire de Perdiccas sur l'éducation des jeunes filles au XVIIIe siècle. Donc où les femmes qui sont censées les éduquer et les guider, les détournent ainsi de leur vie et leur montrent à éviter les obstacles de leur vie plutôt que de les laisser les affronter. Donc nous voyons que Musset fait ici une critique personnelle du monde où il vit. Ainsi, cette scène nous rappelle aussi la scène du balcon dans la pièce de Cyrano de Bergerac d'Edmond de Rostand en 1897, où Cyrano fait aussi l'éloge d'un amour sincère, tout comme Musset, qui lui met ses mots dans la bouche de Perdiccas. Cyrano, lui, les met dans la bouche de Christian.